Oui, bonjour, bienvenue. Alors, parmi ces crises à répétition dans le monde agricole et dans le monde économique, bien sûr qu'il existe des alternatives. Des alternatives, il en existe, simplement, il faut que nous reprenions notre souveraineté. Nous, la France, on doit reprendre notre souveraineté avec des hommes d'État, des vrais chefs d'État, dignes de ce nom, et des hommes forts. Il nous faut des hommes forts. En période de crise, il nous faut des hommes et des femmes forts pour redresser le pays, conduire le pays et savoir dire non. Savoir faire comme avait fait le général de Gaulle, la politique de la chaise vide. Alors dans cette vidéo, je vais prendre qu'un thème. C'est un thème agricole lié au commerce international. Et je voudrais remercier, je vais démarrer ma vidéo sur un mail qui m'a été envoyé par Benoît de la Sarthe, qui est agriculteur. Les négociations pour 2024 ont été validées par le Parlement. Je remercie donc Benoît, cet agriculteur, qui est impliqué dans le combat agricole, comme moi, et c'est l'exemple aujourd'hui qui m'envoie de la Norvège, dont je vais vous parler, et ensuite je vais vous parler quand même de la catastrophe de nos chefs de partis politiques, quels qu'ils soient, qui nous ont conduits dans la politique dans laquelle on est arrivé là. Tous sont responsables. Alors donc pour la Norvège, à l'heure où sont évoqués les prix planchers en France, la Norvège peut servir d'exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Chaque année, depuis 1950, à partir de mi-avril, les deux organisations syndicales du pays de Norvège, l'Association agricole norvégienne et l'Union norvégienne des agriculteurs et des petits exploitants, représentent l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires auprès du gouvernement. C'est important, vous avez entendu, et agroalimentaires. Pendant plusieurs semaines, elles négocient un prix pour chaque production agricole locale et le montant global des subventions dédiées à l'agriculture pour l'année. Ces pourparlers jugés incontournables pour l'équilibre du pays font l'objet d'une publication validée par le Parlement norvégien. Le 19 juin, c'est marqué là, en l'occurrence. Donc des barrières maximales dans un pays autosuffisant qu'à 40%. La Norvège, c'est pas la France. Soumis à une topographie difficile. Bien sûr, un climat difficile, où l'hiver il fait très froid, comme vous le savez. Des coûts de production élevés et un choix politique de maintenir une structure agricole diversifiée. La Norvège déploie une protection aux frontières avec une taxation à l'importation. Si l'État n'intervient pas, aucune production ne pourra survivre face aux importations à moindre coût. Voilà. Et donc, dernière citation de l'article, encore une fois, merci à Benoît qui m'a envoyé ça. Protectionnisme. C'est une forme de protectionnisme. Alors, il paraît que c'est un gros mot, le protectionnisme. On est traité de protectionniste, de populiste, de tous les mondes, de tous les mots du monde dès qu'on propose autre chose. Donc, c'est une forme de protectionniste. Le membre du syndicat majoritaire norvégien, nous ne sommes pas dans l'Union européenne. Alors, la Norvège n'est pas dans l'Union européenne et n'est pas dans l'euro. Je précise, c'est important. Nous ne sommes pas dans l'Union européenne, ce qui facilite, et nous avons de très nombreux accords bilatéraux avec nos voisins européens, sous couvert de l'OMC. Il est ainsi pour les marchés du lait, de la viande bovine, des céréales, qui sont réglementés, tandis que des prix ciblés sont établis pour la viande de porc, les œufs, les fruits et les légumes. Alors, ça revient à ce qu'on est un certain nombre à déclarer de souverainistes, Georges Kuzmanovic avec qui je travaille, mais beaucoup de souverainistes partagent cette opinion. Lorsque François Asselineau était venu chez moi il y a maintenant 5-6 ans, on tenait ce discours-là. Lui m'avait pris l'exemple du Luxembourg, où il se protégeait. N'oubliez jamais que le Japon, la Chine se protège. Le Japon, les États-Unis, je vais vous en parler après. Le Japon se protège avec le riz. Avec le riz, les Japonais, ils font du protectionnisme. Personne n'en parle de ça. Personne n'en parle. Donc, le modèle norvégien, oui, ce n'est pas ridicule. C'est un modèle comme un autre. C'est un modèle qui s'inscrit dans le modèle de l'OIC d'après-guerre de la Charte de La Havane. La Charte de La Havane, c'était ni plus ni moins que ça. Sauf que là,
c'est un modèle qui est mis en place par certains pays, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui n'est pas donc pris dans les contraintes réglementaires de l'Union européenne, qui n'est pas dans l'euro, hein, mais c'est un système qui fonctionne, sinon ces pays-là n'existeraient plus, il n'aurait plus d'agriculture. Voilà. Et ça, moi je dirais, quand on nous accuse d'être des populistes, des protectionnistes et qu'on est contre, qu'on veut mettre des barrières, qu'on est contre les échanges, qu'on est contre le libre-échange, qu'on veut vivre en autarcie, tous les gens qui nous critiquent nous balancent ça, le mot protectionniste, c'est tout simplement une mesure de bon sens pour conserver des produits locaux de qualité et puis conserver ses emplois. Si un pays n'est plus capable de produire ni vaccins, ni chaussures, ni vêtements, ni alimentation, bah, je l'ai dit déjà dans des vidéos, c'est malheureusement le chemin qu'a pris notre pays. Lorsqu'on n'a plus d'industrie et plus d'agriculture, on développe quoi? Que du secteur tertiaire, des gens dans les bureaux. Alors, j'ai rien contre les gens dans les bureaux, hein. Il faut qu'il y en ait un peu, il faut de l'administratif. Mais si on n'a que du tertiaire, c'est le cas de notre économie. Plus de 75% des emplois sont des emplois tertiaires. Alors au bout d'un moment, comme il n'y a plus personne dans les usines et sur le terrain, puisque nos usines sont parties en Asie du Sud-Est et notre agriculture va venir des pays de l'Est à moindre coût et d'Amérique du Sud, eh ben on crée ce qu'on appelle du travail parasitaire. Et c'est là où vous avez raison, on crée du contrôle sur du contrôle, des lois sur l'eau, rappelez-vous, hein, des lois sur l'eau, des mises aux normes, la surveillance du loup, ce que j'appelle des conneries. Ça s'appelle des conneries, ça. Parce que le problème du loup, moi je vous en ai jamais parlé, mais je vais vous donner mon opinion. Hein, je connais des gens, des PDG de grandes et moyennes surfaces, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont acheté des grandes surfaces de terre en France, ils les ont grillagées. C'est des parcs naturels grillagés. Bah, faut le mettre là-dedans, le loup. Voilà. Pour pas qu'ils viennent emmerder les éleveurs. Sinon, si le loup, on le laisse en pleine nature, bah moi je propose que les loups, on les mette dans les parcs et jardins de la ville de Paris, par exemple, chez Madame Hidalgo. Elle fera l'expérience, Madame Hidalgo, ce que c'est que des loups dans les parcs et les jardins de Paris, hein, ou de Marseille, ou de Bordeaux, ou de Lyon. Voilà. Donc faut arrêter les conneries. Faut venir sur le bon sens. On est parti dans une société où on n'est même plus capable de savoir où est le bon sens. D'accord, hein? Et je pense que les paysans ont gardé le bon sens. Donc, le loup, oui, dans des parcs. Mais le loup en pleine nature, pour passer du temps à courir après le loup et indemniser les éleveurs, je crois qu'on a mieux à faire. Donc, bravo au modèle norvégien, qui, je vous le rappelle, s'applique au Luxembourg, ce que fait le Canada, ce qu'on avait mis en avant avec l'appli nationale dès 2009 avec les greffes du lait, l'association des producteurs de lait indépendants, hein, voilà. On avait bien mis en avant que le modèle canadien était dans le libre-échange, mais avait une dose de protectionniste. Ils se protégeaient pour pas foutre en l'air, flinguer leur agriculture. Alors, très bien cet exemple. Nous, avec notre Union européenne, avec nos hommes politiques médiocres, je dirais actuellement les plus médiocres du monde, eh bien nous, c'est pas ça qu'on fait. Parce que, merci pour la personne qui m'a envoyé aussi ces quelques réflexions, où on me demande mon avis, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. L'Union européenne a signé 45 accords de libre-échange. Les derniers en date, hein, Canada, Chili, Kenya, l'Inde, bon, le Mercosur, bien sûr, le Vietnam, hein, l'Australie. On a droit à des mesures de sauvegarde quand on signe des traités de libre-échange. On peut prendre des mesures de sauvegarde parce que l'accord est déséquilibré. Sur les 45 accords de libre-échange de l'Union européenne, puisque nous on est dans l'Union européenne, comme vous le savez, c'est Madame von der Leyen qui porte la culotte et Monsieur Macron qui suit avec son vélo, on a mis en œuvre 2 mesures de sauvegarde sur 45. Les États-Unis ont signé 14 accords de libre-échange, pas 45, 14. Et ils ont mis en place 44 mesures de sauvegarde, donc plus que ce qu'ils ont signé d'accords de libre-échange. C'est-à-dire qu'ils mettent des accords de sauvegarde même sur les accords bilatéraux qu'ils ont entre les pays. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des accords de libre-échange. Hein.
Le commerce, il existe depuis des siècles. La France, petite note, tiens, la France, avant de rentrer dans l'Union européenne, avant le traité de Maastricht, on avait quelque chose comme 6600 contrats. 6600 contrats de toutes parts, avec des pays, un contrat avec la Belgique, un contrat avec l'Italie, un contrat avec la Chine, on avait des contrats bilatéraux. Ça fonctionnait, ça ne nous empêchait pas de faire le commerce. Et à l'époque, on avait notre banque centrale. Donc ça, c'est important. Vous avez vu là, le contraste par rapport à la Norvège, ce petit pays qui n'est pas un grand pays agricole, qui n'est pas une puissance agricole ni industrielle par rapport à la France. Vous avez vu comment ils se protègent et ils se défendent. Ensuite, ces accords de libre-échange, certains députés qu'on a au pouvoir, mais même ceux qui ont exercé au pouvoir, les socialistes et les républicains, qui parlent le même langage qu'Emmanuel Macron, mettent en avant qu'on ne peut pas arrêter les exportations. Parce que les exportations, c'est un point positif pour notre économie. Ça permet de vendre du vin, certains fromages et de la viande. Alors, prenons des exemples simples. Le fromage, par exemple vers le Canada, c'est 0,05%. Pas de notre production, de nos fromages. Mais ces 0,5% là, c'est pas du champagne. Ça rémunère pas le producteur. Ça rémunère Sodial, qui va exporter les fromages, ou Lactalis, peu importe industriel. Lui, il est rémunéré. La viande bovine, ça rémunère Bigard, ou le groupe LDC, mais pas les paysans. C'est là que les députés, ils passent à côté du sujet. Soit faut qu'ils revoient leurs notes, ils connaissent pas l'agriculture, soit c'est délibérément volontaire pour nous assassiner. Et en contrepartie, comme on sait que dans le commerce international avec l'Union européenne, l'agriculture est une monnaie d'échange, on nous prend pour les serfs du Moyen-Âge. En contrepartie, bien sûr, on va faire travailler Bouygues dans ces pays-là, on va faire travailler Vinci, on va faire travailler Bernard Arnault avec la société LVMH, puis on va vendre des Airbus. Bon, Et j'ajoute que dans les traités à venir, tenez-vous bien, il y a les pommes du Chili, voilà, ils sont en train de faire des accords avec les pommes du Chili, comme si que les arboriculteurs, il n'était pas assez dans la merde chez nous, les haricots du Kenya, alors que notre déficit commercial, il s'accroît d'année en année. Alors, ces accords de libre-échange, c'est quoi? C'est la baisse des droits de douane et c'est la baisse des barrières tarifaires, des normes, réduction des normes même en matière de santé, en matière d'environnement. Alors certains syndicalistes disent il faut des clauses miroirs. Je dirais oui, mais oui et non. Parce que vous pouvez mettre des clauses miroirs. La Pologne, qui a pris le marché de la pomme, jusque dans les années 80-83, on était parmi les meilleurs, les Français. En arboriculture, on vendait beaucoup sur l'Angleterre et beaucoup de pays. Avec des travailleurs polonais à 150 € par mois, vous pouvez mettre les clauses miroirs, les mêmes phytosanitaires, c'est mort avant de commencer. L'arbo, là-bas, il va avoir 10 salariés pendant que nous, on en a un. Et encore, celui qu'on aura chez nous, on va pas le payer 2000 € net. Donc, ça peut pas fonctionner. D'où la très bonne idée de Benoît qui m'a envoyé le circulaire sur la Norvège. Il n'y a pas besoin de faire de révolution. Il suffit de revenir sur du bon sens, avoir des chefs d'État dignes de ce nom, et à un moment, dire non. On peut dire non, peut-être, quand même. À un Conseil européen, quelqu'un peut se lever et peut dire non. Comme Dominique de Villepin, rappelez-vous, où les Américains, qui sont toujours à la manœuvre, ont voulu nous entraîner dans le conflit en Irak. Dominique de Villepin, il s'est levé et il a dit non. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on va quand même pas dilapider toute notre industrie et toute notre agriculture. Alors, sur les prises de position, l'interprofession, je ne vais pas vous surprendre, il joue un double jeu. Bon, sur les produits, le fromage, là, qui va aller au Canada, les produits laitiers, l'interprofession, c'est la FNSEA, excusez-moi, pour ceux qui ne sont pas du métier. Ils ont un avis mitigé, donc ça permet de ne pas dire la vérité. Ils ne vont pas dire ni qu'ils sont pour, ni qu'ils sont contre. Comme ça permet de dire « je suis mitigé », parce qu'on vend quand même des fromages. Quand on dit « on vend des fromages », non. C'est là que la FNSEA ont trahi la profession agricole. C'est pas les producteurs qui tirent bénéfice de la vente des fromages. C'est l'industrie agroalimentaire qui fait des bénéfices à exporter des fromages. D'ailleurs, je vous précise,
qu'il y a encore des subventions à l'exportation. Et les subventions à l'exportation, elles sont payées par les impôts des Français qui vont dans la poche des grands groupes industriels et qui contribuent à avoir parmi les premières fortunes de France des gens comme Lactalis, des gens d'LDC ou Jean-Paul Bigard qui ne publient pas leurs résultats économiques pendant que vous, on va vous demander de déclarer vos impôts. Et croyez-moi que si vous ne déclarez pas comme il faut vos impôts, vous, petit citoyen lambda, vous allez avoir une amende. Bon, c'est une parenthèse, mais je tenais à l'ajouter. Donc, la FNSEA a toujours le double discours. Et puis après, carrément, je ne vais pas y aller par quatre chemins, parce que j'ai le texte, donc je peux vous le dire, je l'ai vu dans les déclarations, l'interprofession des vins et des spiritueux, eux, ils sont favorables au libre-échange. Ils ne sont pas favorables au modèle norvégien, parce que eux, ils sont gagnants, hein, on est positif en termes d'exportation sur les vins et les spiritueux, donc eux, ils prétendent que ça va être un manque à gagner pour eux. Totalement faux. Ça, on a été à même d'en discuter en groupe de travail avec des souverainistes, donc avec Georges Kusmanovic avec qui je travaille, mais beaucoup d'autres partagent cette opinion parmi les souverainistes. Bien avant que Madame van der Leyen soit dans son berceau, hein, le vin, les grands vins français, on en vend à l'Angleterre depuis 1450. Donc on n'a pas attendu l'Union européenne, Madame van der Leyen, les technocrates de Bruxelles, pour savoir comment on devait faire pour vendre le vin. Et Europe ou pas Europe, euro ou pas euro, quand nous avons des produits d'excellence, des champagnes, des bons vins ou des bons fromages, ce n'est pas parce qu'on va mettre des mesures de protectionnisme qu'on va pas vendre nos produits. Faut arrêter de faire peur à tout le monde avec ça. Ça, c'est un moyen de tirer l'ensemble des paysans français vers le bas, au moins-disant social, pour payer l'immense majorité de nos volumes le moins cher possible et d'exploiter du même coup la masse salariale qui travaille dans l'agriculture. Donc, conclusion de cette vidéo, ne soyons pas plus idiots, nous les Européens, nous les Français, ne soyons pas plus idiots que le reste du monde. Vous avez vu, les États-Unis se protègent, la Chine, j'en parle pas. Pareil que les États-Unis, sinon pire. Hein? Donc avec l'euro, qui nous empêche d'adapter notre monnaie à notre puissance économique industrielle, on ne peut plus dévaluer. On est ceinturé. Donc au lieu de faire des dévaluations monétaires, on fait des dévaluations internes en serrant le cou aux services publics et aux salaires des travailleurs et aux salaires des paysans. Hein? Donc on a quelque part la double peine, parce qu'on a déjà été perdant, hein, à la sortie du serpent monétaire. On avait un serpent monétaire avec nos pays qu'avait construit l'Union européenne au départ, et de 1979 à 1999, avant l'entrée de l'euro, on avait le système monétaire européen. Et le système monétaire européen, on s'est retrouvé avec la sortie, avec la chute du mur de Berlin. Le chancelier Kohl a décidé qu'un mark allemand de l'Ouest allait être équivalent avec un mark de l'Est à l'époque, ce qui a créé de l'inflation. Nous, comme on est liés avec l'Europe et avec l'entrée de l'euro, hein, et avec le système monétaire européen où on avait défini des bases, hein, avec un garde-fou qui s'appelait l'écu, où on avait 19,8%. Hein, il y avait un schéma monétaire qui avait été mis en place avec nos pays européens, parce que vous savez, on était démarré qu'à 6 pays. Et bien là, avec la chute du mur de Berlin, les Allemands nous ont entraînés, hein, dans une inflation, parce qu'il y a eu une inflation importante en Allemagne le jour où le chancelier Kohl a décidé qu'un mark allemand de l'Ouest et de l'Est allait être équivalent. Ça crée un coup de tonnerre du jour au lendemain. Et eux, ça crée une inflation galopante. Donc pour bloquer cette inflation galopante, ils ont monté les taux d'intérêt, parce que ça c'est le jeu des ceux qui ont la main sur les banques centrales. Pareil, la Fed aux États-Unis. Hein, on monte les taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais nous, comme on était entraînés avec eux dans une directive européenne liée à la monnaie, nous on a été obligés également d'augmenter nos taux d'intérêt. Et donc le taux d'intérêt de la dette
il a augmenté très fortement dans ces années-là. Le déficit, une partie du déficit public s'explique par les coups tordus qu'on a eus avec les Allemands au niveau européen. Une partie, j'ai bien dit. Hein. Et le reste de nos 3100 milliards d'euros, je l'ai dit dans une vidéo précédente, il est tout simplement dû à la loi bancaire de 73 où on ne peut plus financer nos infrastructures, nos routes, nos autoroutes, nos hôpitaux. Avant, on empruntait à la Banque de France à taux zéro ou un taux très faible. Hein, et les financiers ont décidé qu'à partir de la loi de 73, on allait emprunter sur les marchés américains à des fonds de pension, des financiers américains, anglais, etc. C'est surtout, la danse était surtout menée à l'époque par les financiers, la City, anglais, américains, japonais. Et même les financiers allemands étaient d'accord avec ça, qu'on ne pouvait plus s'autofinancer par nos banques centrales. Et ça nous amène au résultat catastrophique d'aujourd'hui. Beaucoup d'économistes l'ont dit, Thomas Piketty, Michel Rocard, etc., etc. On aurait environ 20% de dette par rapport à notre produit intérieur brut. Aujourd'hui, on sera endetté autour de 20%. Et le fait qu'on a été se livrer au marché, on a été se livrer aux requins de la finance, moyennant taux d'intérêt, des 5-6%, etc., eh bien, on s'est ruiné nous-mêmes, on s'est tiré une balle dans le pied nous-mêmes. Donc, tenons aujourd'hui compte des erreurs qu'on a commises. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs, il y en a qui ont des conséquences plus graves les unes que les autres, mais là, nos hommes politiques se sont trompés de voie, se sont trompés de route, et nous ont emmenés à l'appauvrissement de notre nation. L'appauvrissement en termes monétaires, l'appauvrissement en termes industriels, et là maintenant, on va arriver à l'appauvrissement en termes autonomie alimentaire. On va perdre totalement notre souveraineté. Et derrière la perte de notre souveraineté, nous allons perdre ce qu'appelait M. George Bush père. Nous allons perdre au fil des années ce que les Américains n'ont pas voulu perdre, l'arme alimentaire. Et quand on perd l'arme alimentaire et qu'on est dépendant en nourriture de d'autres nations, peu importe les nations, attention, des jours difficiles pourraient nous attendre. Je vous remercie, à bientôt.